On brise la glace, c'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève à Canalem. Au sommaire de notre émission, Jérémy Côté, candidat de Québec solidaire dans Marquette pour parler des enjeux de LGBTQIA+, dans la présente campagne électorale. Et puis, comment vont les quartiers, justement, de notre diversité après la pandémie? On reçoit Gabrielle Ronzi, directrice générale de la Société de développement commercial du village. Et puis, Brian Nightback de Paris, qui anime Homo Micro depuis 2004, nous parle de l'importance de la radio queer. Et enfin, notre ami Barbada, la personne sous la perruque. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin-Chabot. Eh bien, bonjour, allô tout le monde. Bienvenue dans cette toute première émission de l'heure où l'arc-en-ciel se lève. On est un petit peu fébrile, c'est nouveau, on est très content d'être là. C'est un privilège aussi de retrouver le micro pour moi, puis merci à Canalem pour la confiance. D'abord, je le fais aujourd'hui en cette première diffusion, c'est très important. Alors, je reconnais que l'heure où l'arc-en-ciel se lève vous parvient de nos studios situés sur les territoires autochtones non cédés. La nation Ganyan-Gehaga, que les colonisateurs ont renommée Mohawk, est reconnue comme étant la gardienne des terres et des eaux de Tiohtià:ke, que nous avons rappelé Montréal. Tiohtià:ke a longtemps servi de lieu de vie et de rencontre et d'échange pour de nombreuses Premières Nations, dont la nation Anishinaabe, pour qui ce territoire s'appelle Mouniang. Alors, nous sommes diffusés partout au Canada, tant sur des territoires reconnus par des traités que d'autres non cédés. Alors, je veux ainsi respecter les liens continus avec le passé, le présent et l'avenir dans nos relations avec les personnes des Premières Nations. Je veux aussi remercier Julie Curley qui nous a cédé les droits de la musique thème. La chanson s'appelle « Comme un zèbre ». On va bientôt recevoir d'ailleurs Julie pour parler de son implication en tant qu'artiste dans nos communautés. Cette émission se veut un espace pour les enjeux et les actualités de LGBTQIA+, mais pas juste pour nos communautés. On espère que d'autres communautés vont nous écouter et vont apprendre sur nous et on va ainsi créer des liens. On espère donc devenir un espace incontournable pour tout le monde, pour nos communautés évidemment. On va parler de politique, d'environnement, de droit, de culture. En fait, tout nous intéresse et nous sommes ouverts à tous, toutes et tous. Alors, nous nous efforcerons de respecter les expressions et affirmations de genre de tous et toutes qui sont nos invités. Alors, on commence par la politique aujourd'hui. Nous sommes en pleine campagne électorale, vous le savez, nous allons voter au Québec le 3 octobre. Nous avons approché tous les partis politiques et offert une occasion de parler avec nous des sujets qui touchent nos communautés. Malheureusement, Éric Duhaime, chef du Parti conservateur, qui a écrit un livre sur nos communautés, Le Dernier Gay, avait accepté inconditionnellement d'être des nôtres aujourd'hui, mais il s'est désisté. Nous sommes déçus, mais qu'à cela ne tienne, aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un jeune candidat qui se présente pour Québec solidaire dans la circonscription de Marquette sur l'île de Montréal. Jérémy Côté est titulaire d'un diplôme d'études professionnelles et en comptabilité, et il travaille dans ce domaine depuis maintenant 4 ans. Alors, Jérémy Côté, merci d'avoir accepté notre invitation. Oh, merci beaucoup. Je suis honoré de pouvoir briser la glace aujourd'hui. Le premier invité, la première entrevue. Alors, d'abord, nous, on va prendre l'habitude de le demander. Quel pronom et quel accord vous préférez qu'on utilise? Oui, les pronoms sont il, lui et avec les accords masculins. D'accord. Ben, commençons donc avec la première question, Jérémy. Quelle est l'importance des questions de LGBTQIA+, pour vous personnellement? Pourquoi vous êtes aujourd'hui ici à l'émission pour nous parler de ça? Ben, pour moi, c'est quand même assez important parce que, premièrement, je suis bisexuel et deuxièmement, à travers ma vie, j'ai aussi créé beaucoup d'amitié avec des personnes à travers nos différentes communautés, que ce soit trans, gay, non-binaire. Donc, c'est quand même un enjeu qui me touche aussi personnellement parce qu'il y a beaucoup de personnes dans cette communauté-là que je voudrais pouvoir défendre et supporter. Et en même temps, ben, quelle est l'importance dans cette campagne-là, justement, qu'est-ce que l'importance de ces questions-là d'après vous? Bien, je dirais qu'il y a quand même beaucoup de mouvements proches de nous qui, justement, ciblent nos communautés, essaient de les attaquer. Donc, je pense que c'est aussi important de promouvoir leur importance au sein du Québec pour essayer de contrer ces mouvements-là quand ils se propagent à travers les différentes frontières.
Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent « Mais oui, mais on n'a plus besoin là, de parler des questions LGBT. Tout va bien au Québec. On a des lois, on a l'égalité. Êtes-vous d'accord avec ça? » Bien, je dirais que quand même, les lois, c'est une chose. C'est aussi important d'avoir des politiques qui les enforcent, qui s'assurent aussi d'avoir une certaine progression pour ce qui est des enjeux qui étaient moins visibles dans le passé, qui restent moins visibles aujourd'hui. Donc, de développer quand même la conscience de la population. Et quand vous regardez les 4 dernières années, le premier mandat du gouvernement de la CAQ, sur ces questions spécifiques-là, parce qu'on pourrait faire le bilan de la CAQ sur plusieurs questions, mais sur ces questions-là qui nous préoccupent aujourd'hui, quel bilan dressez-vous? Je dirais que le gouvernement de la CAQ a démontré une certaine incompréhension, qu'aux enjeux de nos différentes communautés. On peut surtout penser au projet de loi 2 qui a subi beaucoup de critiques de nos communautés, de Québec solidaire aussi également. Et ce projet de loi-là, c'est parce qu'il forçait les gens à décider d'une identité de genre ou d'une autre et forçait aussi les gens à se faire opérer pour changer leur identité, si je me rappelle bien? Oui, c'est bien ça. Donc, les personnes trans auraient été forcées de recevoir la chirurgie de réassignement sexuel avant de pouvoir changer leur genre sur leur document civil. Ouais. Et aussi, il y avait, dans le fond, une différente mention où est-ce que le sexe et le genre étaient séparés, ce qui fait en sorte que les personnes trans devraient s'ouvrir du placard n'importe qui regardait leurs documents et du coup, potentiellement se mettre en danger de subir de la discrimination. Oui, parce que ça peut effectivement mettre les gens dans une situation assez difficile. Donc, le projet de loi 2, c'était une question importante. On a parlé aussi, je me rappelle, je sais que le parti Québec solidaire avec Manon Massé avait amené un projet de loi aussi pour permettre à des personnes plus jeunes de changer de nom ou de s'identifier dans le genre qu'elle ou qu'elle voulait. Oui, je me souviens pas en grand détail de ce projet de loi, mais je me rappelle dans les grandes lignes. D'accord. Dites-moi, quel engagement le Parti Québec solidaire va-t-il prendre ou prend-il vis-à-vis les personnes de nos communautés? Bien, il y a toujours aussi notre proposition d'adopter une politique d'antidiscrimination pour nos communautés. Donc, on parle de meilleure formation pour les personnes intervenantes envers le public, aussi de sensibilisation pour ce qui est de nos centres d'hébergement avec les aînés, pour ce qui est non seulement des aidants, mais aussi des résidents dans les centres. Oui, parce que les personnes vieillissantes, parce que souvent c'est ces personnes-là qui se retrouvent dans des situations comme ça, souvent se retrouvent dans des maisons d'hébergement où ils doivent ou elles doivent retourner dans le placard. Un peu, oui. Ouais. On s'entend que dans les endroits où est-ce que il y a beaucoup plus de personnes du vieil âge, ils ont aussi tendance à jouer vieux jeu. Oui. Malheureusement. Ça vient avec l'âge. Ouais. Donc, c'est des politiques à changer, ça, d'après vous. Dites-moi, est-ce que ce sont des sujets dont on vous parle beaucoup dans votre... je sais pas, vous faites du porte-à-porte, vous rencontrez des gens. Est-ce que c'est des sujets dont on discute beaucoup, les questions LGBT, dans le cadre de la présente campagne? Je dirais, quand je parle avec des personnes plus jeunes ou des personnes avec des proches qui sont dans nos communautés, oui, c'est des sujets qu'on approche. En ce moment, par contre, je dirais que la majorité des gens ont tendance à parler du coût de la vie, de la crise du logement, de l'environnement. Et qui affecte les personnes LGBT aussi. Absolument. Les personnes LGBT sont plus à risque, disons, de se faire discriminer en se cherchant un toit ou en se cherchant un travail. Donc, du coup, sont toujours plus à risque de subir les conséquences des différentes crises. Parce qu'on sait que la pandémie a été doublement difficile pour les personnes LGBT. Certaines ont dû se retrouver à nouveau dans le placard à se cacher. Et là, on se retrouve devant des situations très difficiles avec le coût de la vie, avec la crise du logement. Donc, ça joue beaucoup, tout ça, là. Oui, c'est ça. Donc, on a vu quand même beaucoup aussi d'organismes communautaires qui supportent nos communautés, qui ont subi quand même assez de difficultés parce que soudainement, ils ont dû supporter beaucoup plus de personnes qui se trouvaient dans des situations précaires. Oui. Donc, c'est pas juste dans nos communautés, par contre, qu'on l'a vu, c'est dans les autres organismes communautaires en général. Et c'est pour ça que Québec solidaire, justement, s'engage à financer adéquatement la mission des organismes communautaires autonomes
Donc, pour pouvoir amener plus d'aide matérielle à tous nos citoyens, incluant les membres de nos communautés. Et là, j'entends beaucoup de gens qui nous écoutent, qui sont dans des organismes communautaires, et puis vous savez que c'est un gros problème, le financement à la mission, parce qu'on doit toujours arriver avec des projets. Et, Oui. à un moment donné, ça commence à être difficile, ça, à trouver des projets pour financer des choses qui existent déjà, là. Oui, c'est bien ça. Donc, j'en avais parlé avec la CJE de la Chine. Oui. Et justement, quand ils parlaient de toujours essayer de trouver des financements, il fallait toujours développer un projet et il fallait toujours aussi avoir une démographique ciblée alors qu'eux, ils veulent se rendre plus accessible à la population en général. Donc, du coup, il faut développer un projet pour avoir telle source de financement pour telle démographique, ensuite développer un autre projet pour avoir une autre source de financement pour une autre démographique, pour ensuite pouvoir se rendre accessible à l'ensemble. Ça devient très contraignant. J'aimerais vous amener sur un autre terrain, celui de peut-être d'un autre parti politique qui se présente aux élections, le Parti conservateur. On sait qu'un de ses candidats, qui s'appelle, c'est le Dr. Roy Eppen, qui est lui-même gay, mais qui prétend que les commerçants devraient avoir le droit de discriminer contre les personnes gays ou les personnes de minorités visibles. Quand vous avez entendu ça, quelle a été votre réaction? Honnêtement, c'est quelque chose qui m'a un peu interpellé parce que c'est quelque chose sur laquelle on assume souvent qu'on ait un certain consensus et puis on comprend juste en regardant justement dans les années passées, dans les dernières décennies, avant qu'on ait ces protections-là, les effets de ne pas les avoir. Mm-hmm. Alors de penser que on peut juste lever ces protections-là et tout va quand même bien aller, je pense que c'est quand même assez naïf. Ben, je terminerai l'entrevue en vous demandant pourquoi les électeurs et les électrices de LGBTQIA+, devraient voter pour Québec solidaire et non pas pour un autre parti. Bien, comme j'ai dit, on a des politiques vraiment concrètes pour mieux les aider. Mais c'est aussi parce que, dans le fond, les valeurs d'inclusion, de justice sociale pour tous qui sont au cœur de Québec solidaire fait en sorte qu'on a un support pour les différentes communautés du Québec, incluant les communautés d'ES LGBTQ+, qui sont beaucoup plus concrets et aussi beaucoup plus ouverts. Alors, il y a beaucoup des fois des partis qui vont supporter d'une façon un peu plus, je dirais peut-être performative, ou bien qui vont essayer de garder de la distance pour pouvoir, dans le fond, alléger les tensions entre des branches plus progressistes et plus conservateurs de leur parti. Mais pour nous, c'est vraiment irrévocable, le support pour nos communautés. Bien, merci beaucoup, Jérémy Côté, candidat de Québec solidaire dans la circonscription de Marquette sur l'île de Montréal. Et nous allons aller en musique avec Roxane Bruno et Partout. Je me sens tout petit parmi les géants. Un pansement sur un trou béant. Personne ne le sait, mais je pourris par en dedans. Je voudrais qu'on m'entende. Je voudrais qu'on m'entende. Je suis partout et nulle part à la fois. Fais-moi signe si tu me vois. Mais j'ai le goût, c'est pas comme si j'avais le choix. On est des centaines comme moi. Une étoile dans le firmament. Ça fait des années que je brûle, plus personne me remarque vraiment. Bien qu'on s'habitue, c'est plus impressionnant. Si le soleil vient qu'à s'éteindre, est-ce qu'on le remarquerait vraiment? Je voudrais qu'on m'entende. Je voudrais qu'on m'entende. Je suis partout et nulle part à la fois. Fais-moi signe si tu me vois. Mais j'ai le goût, c'est pas comme si j'avais le choix. On est des milliers comme moi. C'est une vraie farce, le masque que je me mets en face. Mais quand je l'enlève, j'ai tellement du contraste. Je vais continuer de jouer la game, puis faire comme s'il y a pas de problème. On s'habitue avec le temps quand on fait semblant.
Je voudrais qu'on m'entende. Vous écoutez C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève avec Denis Martin Chabot. Eh bien, la pandémie de la COVID-19 a été très dure pour tout le monde. Nos communautés, pire que les autres. Des études l'ont démontré. Par exemple, les confinements et les mesures d'éloignement physique ont replongé plusieurs d'entre nous dans l'exclusion, pour ne pas dire dans le placard. Et on voit le résultat, après 2 ans de pandémie, nos lieux de rassemblement, ce qu'on appelle nos villages, nos quartiers, sont affectés. Commençons par les quartiers que nous occupons. Je pense à celui de Montréal, mais je peux même parler de celui de Toronto, où j'étais pendant le long week-end de la Fête du travail. Nos quartiers, nos points de rassemblement ont eu la vue dure pendant la pandémie. Je vais passer du temps sur la rue Church, j'en passe aussi sur la rue Sainte-Catherine-Est. Puis disons que c'était pas aussi animé que ça l'a été dans le bon vieux temps. Comment ça se passe donc dans nos quartiers? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? J'ai donc invité Gabrielle Bondy, qui est... je te dis Gabrielle Bondy, c'est Gabrielle Ronzi, je suis désolé, directrice générale de la Société de développement commercial du village de Montréal. Bonjour, bonsoir. Oui, bonsoir. D'abord, pronom et accord avec toi. J'utilise le pronom « elle » et les accords féminins. D'accord. Alors, comment s'est passé l'été ici à Montréal, dans notre village? Honnêtement, après 2 années de pandémie, je peux dire que ça s'est somme toute bien passé. Les gens étaient au rendez-vous. On le sait, la piétonisation de la rue Sainte-Catherine, même bien qu'il y a d'autres artères piétonnes à Montréal maintenant, ça reste que quand la rue Sainte-Catherine ferme, les gens le savent, c'est l'été qui arrive. Donc, dès les premiers jours de la piétonisation, les gens étaient au rendez-vous pour profiter des terrasses, dans nos restaurants, nos boutiques. Donc, dès le début de l'été, on l'a senti que les gens étaient contents de retrouver la rue Sainte-Catherine pour ses restaurants, ses bars et surtout son animation estivale. Les touristes, ils étaient là? Écoute, Denis Martin, je dois te dire que la première fois que j'ai vu un touriste, tu sais le visage du touriste avec la carte dans les mains, perdu, qui cherche une rue, un restaurant, un bar, la première fois que j'en ai revu un sur la rue Sainte-Catherine, le sentiment que ça m'a fait de « enfin, les touristes sont de retour ». Évidemment, à chaque fois que je croisais un touriste, j'allais l'aider avec sa carte, mais oui, les touristes étaient de retour. Alors, ce touriste-là, il cherchait quoi? Un sauna, peut-être? Non? Je vais pas dire qu'est-ce qu'il cherchait, mais ce qu'on me dit, en fait, du côté des membres de la SDC, c'est que c'est beaucoup les touristes européens qui étaient de retour, moins les touristes américains. Donc, il y a peut-être cette séduction-là à faire avec nos collaborateurs au niveau du tourisme, d'aller séduire le marché américain qui semblait être moins de retour que prévu cette année. Mais sinon, oui, les touristes étaient là. On a eu un bel été, évidemment, on contrôle pas la météo. Il a fait très chaud au début de l'été. Après ça, c'était un peu moins beau, mais non, on a eu un bel été dans le village quand même. Bon, là maintenant, c'est sûr que je parlais beaucoup de la pandémie, mais il faut dire que nos villages, nos quartiers, c'est partout dans le monde, même San Francisco, c'était la même chose, j'étais là en 2019. Il y a moins d'activités parce que, là, on a nos téléphones, puis les gens se rencontrent autrement. Et je voyais encore, je passais hier sur la rue Sainte-Catherine, il y a encore beaucoup de commerces placardés. C'est encore un peu dur à voir. Je dirais que ça dépend vraiment du moment. Il y a des soirs où je passe dans le village, les terrasses sont pleines, la rue est pleine, on a notre animation, il y a du cirque, de la danse, du burlesque dans la rue. Il y a des journées où c'est vraiment hyper animé. Puis d'autres moments de la journée, comme vous le dites, c'est un peu plus tranquille, puis c'est partout dans le monde comme ça. En frais de locaux vacants dans le village, nous, on est à peu près comme avant la pandémie en termes de quantité de locaux vacants. C'est le portrait du village qui est en train de changer. Il y a plus de locaux de commerce de proximité qui ont ouvert leurs portes, évidemment, pour mieux répondre aux besoins des résidents actuels et des résidents qui vont venir s'installer dans le village. Oui, parce qu'il y a plus de monde qui viennent vivre dans le village. Exactement, c'est ça qui change, là. Oui. Donc, il y a besoin de ces nouvelles adresses-là pour mieux répondre aux besoins des résidents. Évidemment, on le sait, les locaux vacants ont une expérience négative sur la visite des gens, nuisent à l'expérience des gens qui viennent visiter le village. Donc, ce qu'on a décidé de faire à la SDC, c'est un projet d'habillage des locaux vacants. Donc, on a 5 façades qui sont habillées, qui ont été habillées cet été avec les valeurs et les couleurs du village. Et jusqu'à maintenant, tous les commentaires sont positifs. C'est le genre de projet qu'on se croise nos doigts que c'est tellement bien fait que ça va rester pas longtemps parce que les locaux vont tous être loués puis on va avoir plein de nouveaux entrepreneurs qui vont venir dans le village. Donc, on se croise les doigts que ça va être tellement populaire qu'il va falloir l'enlever, ce projet-là. Bon, maintenant, c'est sûr que si on regarde, oui, on veut attirer des nouveaux commerçants. Il y a aussi, comme je dis, c'est devenu plus un milieu de résidence. Il y a beaucoup plus de gens qui s'installent. On le voit, il y a des condos qui se construisent. Vient avec ça aussi la sécurité. Ça a été un problème qui a été soulevé, qui est encore soulevé. Est-ce qu'on est en sécurité dans le village? Je dirais qu'on est en sécurité dans le village, puis il y a énormément de ressources qui sont mises
vraiment pour que les gens ils se sentent en sécurité, autant au niveau des commerçants que des résidents, que des visiteurs. Dans le village, pour la SDC, le territoire, il y a 2 postes de quartier qui sont là. Il y a énormément d'organismes communautaires. Il y a EMIS, la brigade de la ville de Montréal, qui est là. Il y a une foule d'acteurs, vraiment, mais c'est des enjeux qui sont complexes, qui touchent à la santé mentale, l'itinérance, la toxicomanie, le besoin de logis. C'est plusieurs facteurs qui font que c'est pas un enjeu qui est si simple à résoudre. Évidemment, si c'était si simple, je pense que la solution, on l'aurait déjà. Mais vraiment, il y a une foule d'acteurs qui travaillent pour que le village soit toujours de plus en plus sécuritaire. Nous, à la SDC, ce qu'on a pu faire comme petit pas, bien évidemment, parce que c'est pas notre mission première d'assurer la sécurité. On a une brigade d'agents d'accueil qui est là depuis janvier 2021, qui est là de 9h à 9h, 7 jours sur 7, puis qui essaie de faire ce lien-là avec nos commerçants, les résidents, les visiteurs. Mais c'est sûr que c'est pas votre responsabilité, mais ça vient jouer. Il y a quand même cette impression qui ressort. Puis on le voit, les grands médias, TVA, Radio-Canada racontent à chaque fois que quelqu'un subit quelque chose. Ben, oui, vous avez raison, mais ce que j'entends du côté de mes membres et des visiteurs, c'est que cette année, c'était moins pire. Les gens l'ont moins senti. Évidemment, plus il y a d'activités sur la rue, moins les personnes marginalisées, on va dire, sont visibles ou on peut les entendre. Ils sont encore là, mais plus la rue est achalandée, on dirait que l'espèce d'équilibre se refait un petit peu mieux. Donc cet été, on l'a entendu qu'au niveau de la sécurité, c'était plus agréable de fréquenter le village. Et les personnes marginalisées, malheureusement, elles ont besoin d'aide. Et puis, qu'est-ce que tu veux, se retrouvent dans le village? Parce qu'il y a beaucoup de services d'aide qui sont là, puis on va quand même pas les déménager non plus. Non, mais ce qu'on demande, nous, c'est que les prochaines ressources, tu sais, il y a comme un jeu de qu'est-ce qui est arrivé en premier, les ressources ou les gens. Ce qu'on demande, c'est que ça soit pas toujours une évidence que toutes les prochaines ressources soient automatiquement installées dans Ville-Marie, qu'il y ait une meilleure répartition peut-être au travers de la ville. Évidemment, oui, les ressources qui sont là, on ne demande pas à ce qu'elles déménagent, là, mais c'est ça, cette réflexion-là de dans quel quartier ce serait mieux de mettre ces nouvelles ressources-là. Et le nom. Alors ça, c'est quelque chose qui a beaucoup, beaucoup fait couler d'encre, qui a enflammé les réseaux sociaux. Mon Dieu, ça brûle tout le temps sur les réseaux sociaux. Ça n'a pas de bon sens, mais... Jamais une journée tranquille dans le village. Alors... Là, c'est bel et bien le village. C'est le village. Le village n'a pas changé de nom. Le village va toujours s'appeler le village. Est-ce qu'on l'appelle moins le village gay? Oui. Est-ce que, pour vous, Denis Martin, si c'est le village gay, on ne vous empêche pas de l'appeler le village gay, mais on a pris cette tangente-là vers le village, qui est le quartier inclusif de Montréal, pour vraiment que tout le monde se sente inclus et bienvenu dans le village. C'est au terme d'une étude ethnographique qu'on a réalisé qu'il y a plusieurs personnes des communautés de la diversité qui ne se sentaient pas bienvenues dans le village. Donc, on a choisi ce positionnement-là de village qui est plus inclusif pour espérer que nos cœurs et nos portes, ce message-là d'inclusion soit entendu par toutes les personnes des communautés puis qu'ils sentent que ce village-là, il est à reconstruire, mais avec toutes les communautés. Par exemple, la communauté lesbienne, si elle trouve qu'elle est moins représentée, et c'est le cas dans le village en ce moment, ben venez ouvrir ces commerces-là qui sont à l'image de vos communautés actuelles en 2022. Parce que c'est vrai, les lesbiennes, par exemple, elles sont vraiment invisibles, même pas juste dans le village, dans nos communautés en général. Et puis c'est vrai qu'il n'y a plus de bar pour les lesbiennes. Il n'y a plus de bar. Moi, je rêve qu'on ait ce commerce aussi pour la communauté trans aussi, par exemple, avec des ventes d'accessoires puis des services conseils aussi pour des personnes qui sont en transition. Je pense que si Montréal et le village pouvaient avoir ce genre de boutique, cet endroit sécuritaire pour les personnes trans, ce serait vraiment fantastique. En tout cas, il y avait beaucoup d'animations cette année avec la place du village. On a vu beaucoup de choses. Alors ça, c'est vraiment un bel effort. Puis je pense que ça a attiré beaucoup de monde. Vraiment. Donc, la programmation de la rue Sainte-Catherine, c'était 12 semaines d'animation du jeudi au dimanche avec des dragues, du cirque, de la danse burlesque. Puis en complément, on avait l'animation de la place du village avec des conférences littéraire, il y en a eu vraiment pour tous les genres, mais oui, on va être transparent. J'ai animé une rencontre littéraire à la place du village. Oui. Mais on est vraiment allé dans des activités vraiment qui allaient plaire à l'ensemble des communautés de la diversité sexuelle et de genre. Puis c'est ça, je pense, qui fait la beauté du village. Oui, maintenant, il y a d'autres rues piétonnes à Montréal, mais si on veut voir des spectacles en tout temps, des conférences, venir apprendre, il n'y a pas d'autre endroit comme le village. Et il nous reste quelques secondes, Gabrielle. Votre grand rêve de qu'est-ce que vous aimeriez voir dans le village à Montréal? Ben, mon grand rêve, je dirais que parce que là, il va y avoir des travaux majeurs vers 2024 dans le village. La rue va avoir une cure de jeunesse tellement souhaitée par tout le monde. Mais ce que je souhaite, en fait, c'est que les résidents, les commerçants, tout le monde retrouve cette fierté-là du village, d'être fier de son village, d'être fier de venir le fréquenter, qu'on se le réapproprie tout le monde ensemble et qu'on le reconstruise ensemble, ce beau village-là. Bon, on va rêver avec vous. Merci beaucoup. C'était Gabrielle Rondy, directrice générale de la Société de développement commercial du village à Montréal.
Vous avez des commentaires ou des suggestions de sujets ou d'entrevues pour Denis Martin? Contactez-le à heureciel@outlook.com. C'est heureciel en un seul mot et en minuscule @outlook.com. Suivez Denis Martin aussi sur sa page Facebook et sa page Instagram @dmchabot-auteur. Eh bien voilà, c'était déjà notre première demi-heure qui s'achève. Je remercie nos deux invités, donc Jérémy Côté, candidat de Québec solidaire dans la circonscription de Marquette, et aussi Gabrielle Rondy, directrice générale de la Société de développement commercial du village à Montréal. Dans la prochaine demi-heure, nous recevrons un grand ami à moi. Il s'appelle Brahim Nightback, qui anime l'émission Homo Micro, la première émission LGBT de langue française dans le monde, qui est là depuis 2004. Et puis comme dessert, je vous propose Barbada de Barbade. Alors on se retrouve après la pause de la demi. C'est l'heure où l'arc-en-ciel se lève, avec Denis Martin Chabot. Ah, notre petit indicatif n'est pas parti, ça arrive. Alors, rebonjour, rebonsoir, selon le temps où vous nous écoutez. Ah, revoici l'indicatif, on l'écoute. Ah voilà, nous sommes de retour. C'est la première émission de cette série, de cette émission. Hein. Alors, ça va arriver des petites erreurs comme ça, c'est normal. Alors, dans cette deuxième demi-heure, je reçois... Oh, il y a une petite erreur de musique. On va couper ça, mais Maurice, ça ne te dérange pas. Alors, dans cette deuxième demi-heure, je reçois des amis. Quand on commence une nouvelle émission, on aime bien inviter des personnes pour nous encourager, pour nous aider, de faire nous dire un petit « Vas-y, Denis, ça va aller ». Alors, nous recevons d'abord un ami à moi de Paris, il s'appelle Brahim Nightback, et puis après ça, c'est Barbada, notre drag queen qu'on garde pour dessert, qui est une bonne amie à moi. Alors, je devais recevoir aujourd'hui une personne qui voulait créer une ligue de soccer queer, ce que les Français appellent le foot, mais elle n'était plus disponible. Alors, qu'à cela ne tienne, j'avais prévu mon prochain invité, puis je me rends compte finalement que c'est quelqu'un qui aime beaucoup le soccer lui-même, le foot comme il dit chez lui. Alors, je vais vous le présenter avant de lui donner la parole. Il est l'aîné d'une fratrie de 8 enfants. Ça, j'ai lu ça sur Wikipédia. Brahim Nightback a grandi à Saint-Étienne, puis à Aulnay-sous-Bois. Il prend conscience de son homosexualité à l'âge de 15 ans et il en souffre énormément. D'abord de l'homophobie qui l'isole et puis ça le fait sécher ses cours, comme on dit chez nous, ou faire l'école buissonnière, comme on dit chez lui. Il a fait plusieurs tentatives de suicide. Il commence sa carrière comme éducateur spécialisé et sportif, mais il se retrouve encore une fois isolé et il subit encore l'homophobie de la part des jeunes qui l'encadrent sans soutien de la direction. Il rejoint le premier club de football gay, Paris Arc-en-Ciel, puis lors de la formation du Paris Foot Gay, il devient entraîneur pendant 12 ans. En 2009, il publie un roman autobiographique, Un homo dans la cité. Ce roman a été adapté au théâtre en 2019 sous le titre Ushma ou Ashma, en tout cas, je vais me dire comment le prononcer tantôt, La honte. Depuis 2004, il anime l'émission de radio Homo Micro, l'émission qui se prend homo. Alors, Brahim Nightback, bonsoir, bonjour. Est-ce que tu m'entends, Brahim? Bon, on a un petit problème. On va aller en musique, puis on va revenir. Peux-tu faire jouer la prochaine pièce musicale, s'il te plaît?
retourne, excusez-nous, ça arrive, hein? Alors, Brahim, est-ce que tu nous entends? Toujours pas. On a un petit problème. Retourne au bon vieux téléphone. Bonsoir, bonjour Brahim. Bonsoir Denis Martin Chabot. Alors ça Brahim, fait plaisir de t'avoir en ligne. Ben oui, ça fait plaisir de te parler en direct de Montréal. Malheureusement, on a eu un petit problème technique avec notre Zoom qui nous a pas aidé. Alors, on y va. Brahim, d'abord, j'ai l'habitude maintenant dans cette émission, on pose toujours la première question. Quel pronom et quel accord tu utilises? Quel prénom? J'ai pas entendu. Quel pronom? Tu utilises le pronom masculin, les accords masculins? Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est important, on fait ça à l'émission maintenant, à toutes les entrevues. Ouais. Alors, nous, on se connaît depuis presque aussi longtemps que ton émission. Ça fait presque 18 ans qu'on se connaît. Carrément. Ah oui, on a atteint l'âge de la majorité, toi puis moi. Alors, on est de la même génération, donc ça va. Oui. Alors, moi, je participe régulièrement à ton émission depuis Montréal. Et c'est la première fois que c'est moi qui vais te poser des questions. Alors, on va y aller avec ton livre. Moi, j'ai lu ton livre, ça m'a beaucoup touché. On y découvre ton passé qui était pas simple. Même si c'est romancé, c'était difficile. Et c'était vraiment difficile comme ça dans ta vie? Ah oui, en fait, c'est même pas romancé, puisqu'en fait, il s'agit bien d'une autobiographie. Mon livre raconte la difficulté d'être homo dans la culture maghrébine en France et la difficulté d'être homo dans la cité. Oui. En Île-de-France, où j'ai été agressé à plusieurs reprises et pendant des années, d'agression sexuelle jusqu'au viol, en fait. Hein. Et ça, c'est véritablement mon histoire. J'étais enfermé, j'ai vécu l'enfermement dans le 93, hein, donc dans la commune d'Aulnay-sous-Bois, dans le 9-3, comme on dit. Et à l'époque, malheureusement, en ce qui me concerne, j'avais atterri dans cette cité tout à fait par hasard. Je cherchais un appartement, je m'occupais de mes frères et sœurs parce que j'en étais le tuteur, puisque mes parents sont venus vivre au Maroc après leur retraite. Et je me suis retrouvé à m'occuper de mes frères et sœurs. À l'époque, je n'assumais pas mon homosexualité. Et il m'est arrivé tout ce qui se dit dans mon livre, quelque part. Et alors, j'avais affaire à des jeunes hommes qui avaient 25-30 ans, des Français d'origine maghrébine comme moi, qui étaient pratiquement de ma génération, et qui m'ont interpellé après avoir fait de nombreuses activités sportives dans le domaine du foot. Donc, on m'avait un peu repéré sur les terrains de foot, on repérait un garçon fragile, sensible, un peu différent des autres, sur lequel on pouvait un peu abuser. Et ces gens-là me sont tombés dessus un soir en rentrant de mon travail. Je travaillais à l'époque dans le 14e arrondissement à Paris, j'habitais à la banlieue. En rentrant le soir, autour de 23h à chaque fois, ma première interpellation, si je puis dire, c'était par un groupe de garçons, de jeunes hommes, ils étaient 5 en fait. Ils m'avaient en quelque sorte barré la route pour me dire, mais dis donc, en te voyant jouer au foot, tout ça, tu as une drôle de façon de jouer au foot, une drôle de façon de te comporter, avec leurs propres mots, bien sûr.
Et ces gens-là me poussant un peu et me faisant comprendre qu'il fallait que je les suive quelque part, en fait. Et moi, j'en avais une peur bleue, c'était la terreur pour moi, tellement la peur était vraiment omniprésente que j'avais le choix de courir et de les quitter en partant je ne sais où, et ça, j'en étais pas capable parce que j'avais toujours peur qu'on me rejoigne, ou de les suivre. Et j'ai fait en sorte de les suivre. Et là, eh bien, écoutez, on peut imaginer tout ce qu'on peut penser dans une cave. Eh bien, Ouais. on m'a fait comprendre que, voilà, quand on est un peu efféminé comme toi, quand on est un peu différent comme toi, voilà, donc ça a commencé par des fellations, des sodomies, mais je vous parle de ça sur plusieurs épisodes, parce que dans un premier temps, c'était un premier groupe qui m'avait interpellé, dans un autre temps, plusieurs jours, plusieurs mois après, c'était d'autres personnes différentes, et ça a duré pendant des années, et j'avais affaire à des gens français d'origine maghrébine qui avaient la même culture que moi, la même culture que celle de ma famille, de mes parents, et j'avais affaire à des gens surtout qui avaient du mal à assumer leur homosexualité, en fait. Et le fait d'agresser quelqu'un fragile et faible comme moi, eh bien, j'étais, on va dire, une cible intéressante pour eux, parce que, en fait, avec leurs camarades, puisqu'ils étaient souvent nombreux à m'agresser, c'était pour montrer, vous voyez, on est homophobe, on casse du PD, donc on n'est surtout pas comme ce type qu'on agresse, et en même temps, ils recherchaient du plaisir sexuel, en fait. Donc il y avait tout ce mélange-là. Et le problème dans tout ça, c'est que j'avais tout simplement affaire à des gens qui n'assumaient pas leur homosexualité. C'est souvent le cas, Brahim. C'est souvent le cas. Les personnes les plus homophobes sont souvent des homosexuels ou des personnes LGBT qui ne s'assument pas. Comment t'es-tu sorti de tout ça? Et parce que tu es quand même devenu quelqu'un d'important dans nos communautés, du moins de l'autre côté de l'océan, puisque tu animes une émission de radio assez importante. Donc, comment t'es-tu sorti de tout ça? Alors, comment je suis sorti de tout ça? C'est une bonne question. En fait, je suis sorti de tout ça. D'abord, quand il m'est arrivé tout ce que je vous ai décrit, en fait, je n'avais pas le choix que j'avais une famille dont il fallait que je m'occupe de mes frères et sœurs, puisque mes parents étaient partis vivre dans leur pays d'origine, au Maroc, et j'en étais le tuteur. Donc je me devais donner le bon exemple quelque part. Et je suis sorti de tout ça parce que j'avais quelque part au fond de moi une espèce de force, de force et d'énergie, où je croyais en quelque chose pour m'en sortir. D'abord, au moment où les gens m'ont violé et m'ont violenté, je ne savais pas que j'étais véritablement homosexuel, je ne savais pas qui j'étais, la sexualité pour moi elle était vague. D'abord, ils ont détruit ma vie, ces types-là, et pour me sortir de tout ça, j'avais besoin de comprendre ce qui m'est arrivé, pourquoi ils m'ont fait ça. Il m'a fallu le chemin. Et en fait, j'avais besoin de comprendre. Donc, ce qui fait que je me suis construit moi-même en essayant d'avancer sans avoir des informations de ma famille qui ne savait pas qui j'étais, qui ne savait même pas ce qui m'était arrivé, parce que le livre que j'ai écrit, il est sorti en 2009 et personne, à part moi, savait ce qui m'était arrivé. Tout, je l'ai décrit dans le livre, parce que c'est une façon pour moi de porter plainte face à la société française, mais porter plainte aussi face à ma famille, dans le sens où quand on est homosexuel et qu'on a du mal à s'identifier, on n'est pas responsable. Les responsables, ce sont c'est l'entourage, c'est la famille, c'est la société, c'est plein de choses qui sont en rapport avec nos vies, en fait. Et je m'en suis sorti parce qu'au fond de moi, j'avais besoin de comprendre ce qui se passait chez moi. Parce que quand les gens m'ont agressé, j'avais le sentiment que c'était moi le responsable. On me montrait du doigt, comme si j'avais fait quelque chose de sale, du fait de mon comportement, quelqu'un de différent quelque part. Wow. Et il y a une force quelque part au fond de moi qui m'a permis de sortir de tout ça. Et après, il y a eu cette envie, après le militantisme, parce que j'ai entraîné Paris Foot Gay, j'ai fait pas mal de choses dans l'univers des LGBT, j'avais envie d'écrire mon histoire et de la révéler
qui a été une véritable thérapie pour moi, en fait. Moi, je t'ai connu au moment où, je t'ai connu au moment où, avant le livre, et je t'ai connu, on a beaucoup passé de temps ensemble à ton émission et à Paris après la publication de ton livre. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que tu es toujours cette personne maintenant qui, tu animes une émission depuis, ça fait 18 ans que tu animes cette émission. 18 ans au micro, c'est quand même quelque chose. Je ne sais pas si la mienne va durer aussi longtemps parce que je vais être très vieux dans 18 ans. Mais bon, ça, c'est une autre question. Écoute, il me reste pas beaucoup de temps, mais j'aimerais un peu que tu nous dises ton émission. Qu'est-ce qui t'a amené à faire cette émission-là et qu'est-ce qu'elle fait? Alors en fait, cette émission-là, à l'époque, avant d'animer cette émission-là, j'étais toujours un passionné de radio. J'avais proposé un projet dans une émission de radio libre. C'était à l'époque où les radios libres en France ont explosé. Donc on avait accepté un projet autour d'émissions sportives, des émissions sport amateurs. Et après avoir animé ce concept d'émission, j'avais envie d'animer une thématique autour de l'homosexualité parce que j'étais concerné par l'homosexualité. Et j'avais envie de parler. Et j'avais envie de profiter du micro, pour démontrer qui j'étais. Et j'avais envie de micro pour m'émanciper, en fait. Alors, les dirigeants de la radio de Fréquence Paris Pluriel 106.3 dans le 19e arrondissement ont accepté et adhéré au projet. Donc, déjà, pour moi, j'en étais heureux parce que finalement, ils ont compris que j'étais homo alors que je n'aurais jamais rien dit, alors que j'avais aussi des craintes que je sois aussi jugé avec ça. Ils ont accepté le concept de mon émission. C'était une façon pour moi aussi de me libérer au micro. Ce qui fait que moi, j'avais jamais fait de communauté à qui que ce soit. Et c'est grâce au micro que je suis arrivé à m'émanciper et à me construire. Et tout est parti de l'émission que j'anime jusqu'à aujourd'hui. Et c'est Homo Micro qui m'a aidé justement à m'élever et à m'émanciper pour que enfin je sois quelqu'un de reconnu, et que j'accepte ce que je suis, alors qu'à un moment donné je ne savais pas trop, et aussi que je sois reconnu aussi bien de ma famille, des gens qui m'écoutent, et voilà. Et ça a été vraiment, pour moi, quelque chose de vraiment très important dans ma vie. Et après cette émission de radio, il y a eu le livre. Oui. Et après, j'ai entraîné une équipe de foot, le Paris Football. Tout ça, ça m'a construit. Et je suis enfin devenu quelqu'un qui assume son homosexualité. Mais tout ça, c'est grâce à mon combat. Et je l'ai fait seul, en fait. Je n'ai pas eu de repères. Et justement, l'émission que j'anime, aujourd'hui, elle s'adresse aussi à tous les jeunes. Elle sort de repères. Brahim, je vais devoir arrêter ici, mais vraiment, c'est un très beau témoignage. Nous sommes très, 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 très heureux de t'avoir entendu aujourd'hui. Et puis, clairement, tu sais que je vais encore participer à ton émission, même si j'anime la mienne maintenant. Mais bravo encore à toi. Bravo aussi à Homo Micro depuis 18 ans. Nous, on va essayer de faire autant avec l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Ouais, et merci. Et bientôt, il y aura aussi, il y a une pièce qui se joue dans les écoles. Il y a 2 acteurs qui jouent mon histoire et elle a été adaptée, cette pièce-là, et ça s'appelle La Chouma, en fait. J'aurai l'occasion de vous en parler lors d'une autre émission, en fait. Tout à fait, Brahim. Alors, c'était Brahim Nadbek, qui est animateur de l'émission de radio Homo Micro, qui est en direct de Paris. Bon, c'était intéressant comme situation. On a dû faire appel au bon vieux téléphone. Dynamique, drôle, attachante, Barbada est une artiste drague qui performe à travers le Québec et même un peu ailleurs au pays depuis 2005. En plus de livrer des performances à saveur de disco, moi je l'ai vu danser, de pop, de danse. Ben oui, justement, Barbada, c'est une DJ. Puis elle anime de maître de nombreuses soirées. Moi, je l'ai même vu dans un mariage. On a eu beaucoup de plaisir. Après plusieurs années d'expérience sur scène, Barbada se fait ensuite connaître d'un vaste public, beaucoup plus vaste, en prenant part à de variétés de projets. 2016, Île de jour, Elle de nuit sur RTV. Cette année-là, elle débute aussi L'heure du conte, un projet pour lequel elle se promène un peu partout pour aller lire des histoires à des jeunes de 3 à 8 ans.
Puis aussi, il y a l'ordre du compte pour adultes, mais ça, c'est autre chose. Dans le but de traiter d'ouverture et d'acceptation et d'estime de soi, 2021, c'est vraiment une grosse année pour Barbada. Une des 3 mentors de Call Me Mother, une compétition qui est diffusée sur RTV. 2022, la série de télé Barbada à ici, tout est .tv. Puis il y a eu aussi le festival Juste pour rire. Alors, c'est même Bonsoir, bonsoir. En fait, on te voit partout. Moi, je suis très content de recevoir Barbada. Merci de me recevoir, Denis Martin. J'apprécie beaucoup. Alors, Barbada, pronom et accord. Oui, bien, comme les gens vont s'imaginer que c'est Barbada, on va y aller avec le L. Oui. Exactement. Même si, évidemment, vous aurez compris que je ne suis pas en Barbada en ce moment. On va juste l'imaginer en Exactement. Barbada. Dans la vie civile, justement, tu as même déjà, je pense, été militaire à un moment donné. Oui, effectivement. J'ai été dans les forces canadiennes de 2005 à 2011. Oui. Ah ouais. C'est parce que ça fait tellement un beau portrait de la personne. Tu es enseignant de formation, mais qu'est-ce qui t'a amené à faire de la drague? Tout par accident, en fait, on m'a approché pour danser avec des spectacles, dans un spectacle de drague. J'ai dansé tout d'abord comme danseur pour Lolita, qui était une drague à l'époque. Ça, c'était en 2002 et j'ai dansé quelques années. Puis par la suite, effectivement, comme tu l'as mentionné, en 2005, j'ai fait le saut du côté obscur de la force et je me suis retrouvé aussi parce qu'on me l'a proposé à faire un spectacle une fois dans un concours. Puis dans ma tête, c'était un one-shot deal, comme on dit, mais qui s'est transformé en une expérience, une carrière de 17 ans maintenant. Donc, 17 voilà. ans déjà, peut-être que tu es tout jeune, mais oui, 17 ans. Wow! Je le sens que je suis un petit peu moins jeune, disons. Là, mais bon, en tout cas. On découvre qu'on a des genoux des fois, puis des articulations. Oui, qui ne sont pas compatibles avec les talons hauts. Ça, par contre, j'avoue que j'admire. Je sais pas comment ce que tu fais, mais j'admire. Mais en fait, ce qui est tellement drôle, c'est que Barbada, d'abord et avant tout, c'est une comique. Elle est drôle. Ben, je pense que oui. Ben, je pense qu'on a besoin de rire dans la vie. Je pense qu'on a besoin de... Évidemment, il y a des situations desquelles on peut pas vraiment rire aussi. Puis, tu sais, j'écoutais évidemment l'entrevue que tu viens juste de faire avec Brahim, puis mon Dieu, j'étais vraiment, vraiment bouleversé par ce qu'il disait, par son vécu, parce qu'il a... Oui. Et la force aussi qu'il a de raconter ça. Puis en même temps, je dois dire, Brahim est très drôle. On n'a pas eu la chance de découvrir ça dans l'entrevue parce qu'on a été un petit peu escamoté avec un petit problème technique, mais il est très drôle dans la vie aussi. Mais je pense que c'est ça. Quand on est capable d'aller dans l'humour, ça dédramatise un peu tout. Puis il faut pas oublier en bout de ligne qu'effectivement, on est les drag queens, en l'occurrence, on est des hommes habillés en femmes, là, finalement, ou habillés en clown pour adultes, je sais pas comment le dire, mais bref, il faut ajouter l'humour. Je pense que c'est la seule façon d'oublier un peu tout ce qui se passe de négatif dans le monde, là. D'abord, les gens doivent savoir que la drag queen, c'est un art. Dress as a girl, ce qui veut dire drag. Effectivement. Et dans ton cas, c'est vraiment, t'en as fait un art. Il y a l'art du comique, mais beaucoup de choses. J'avoue que Barbada, par moment, c'est une clown blanche. Par moment, tu sais, c'est la clown qui se fait donner des coups à la tête. Puis par moment, d'autres moments, c'est elle qui donne des coups à la tête. Oui, effectivement. En fait, je pense que l'art de la drague combine toutes sortes de formes d'art, que ce soit évidemment l'humour, que je considère comme une forme d'art aussi, la danse, le chant. Même si on chante pas avec notre vraie voix, il faut faire semblant qu'on chante. Évidemment, tout ce qui est de côté visuel, donc le maquillage, les perruques, et j'ai certaines perruques qui sont véritablement des œuvres d'art. Ouais. D'ailleurs, si jamais il y a des gens qui veulent voir certaines de ces œuvres-là, ils sont exposés au Centre Eaton en ce moment. Ouais. Un perruquier avec qui je travaille, avec qui plusieurs dragues travaillent, expose en ce moment ces perruques, et c'est vraiment magnifique. Ils sont exposés comme en espèce de pyramide sur des têtes qui flottent au-dessus d'une table. Dont les pattes sont des jambes avec des talons. En tout cas, c'est vraiment, vraiment flyé. C'est spécial. Mais il y a je dirais une 35-40 perruques là, qui sont accrochées là, au plafond de toutes sortes. Puis des perruques qui appartiennent encore, là, mettons à Priyanka, à moi, à Rita, à une foule de dragues qui ont fait affaire à ces services. C'est vraiment impressionnant si vous voulez aller voir ça. Bref. Ouais. Voilà. 2021-2022, c'est vraiment l'année Barbada. Ta carrière explose. Et pourtant, là, t'as pas fait Canada's Drag Race. Non. Non. Mais quand même, on doit dire que ce phénomène-là, qui est le phénomène de RuPaul, de RuPaul's Drag Race, ça a vraiment changé les choses. Toi, là, parle-moi de cette année 2021-2022. En lien avec Canada's Drag Race? En lien avec toi. OK, moi, OK. C'est sûr qu'évidemment, moi, ça a explosé parce que là, bon, forcément, les projets avec la fin de la pandémie se sont mis à
grossir. Les gens se sont réveillés puis dire, OK, il faut organiser des choses. Alors, cet été, ça a été des festivals un peu partout. Mais j'ai vraiment de la chance d'avoir des gens qui m'ont proposé des projets absolument extraordinaires. L'émission dont tu faisais mention, Barbada, l'émission jeunesse sur tout.tv, c'est un projet qui date de 2017. Là. On m'a approché suite à la première fois que j'ai fait l'heure du compte à la Grande Bibliothèque. Par la suite, Marc-André Grondin qui m'a approché et qui m'a dit on aimerait ça faire quelque chose. On s'est rencontrés à quelques reprises. Lui, il avait vraiment une idée claire pas une idée claire nécessairement, mais il y avait une idée qu'il fallait amener ça à la télévision. Il y avait de quoi à faire avec ça. Alors, j'ai été extrêmement chanceuse. On m'a approché pour Call Me Mother, l'émission, la télé-réalité, qui combine un peu la formule de La Voix, où il y a des coachs, des mentors, qui coachent des dragues, des artistes dragues qui commencent dans le métier et qui finalement les aident à se développer, d'où le mother, qui les adopte dans leur maison, d'où le mother. Alors j'ai eu la chance d'être la mother de la saison 1 et dans la saison 2 qui va être diffusée prochainement encore sur Out TV. Il y a plein d'autres beaux projets aussi qui s'en viennent, certains dont je peux pas parler malheureusement, mais j'ai été extrêmement chanceux et mon Dieu, je touche du bois que ça va continuer. J'espère que la santé va me le permettre. Puis que... mais c'est ça, parce que je te parlais je t'avais nommé le phénomène de Drag Race, parce que c'est un peu ça qui a fait une explosion des drag queens. Oui. Est-ce que ce phénomène-là, c'est quelque chose que là, on embarque dans le wagon, ça va, non? Mais à un moment donné, est-ce qu'il n'y a pas une crainte que ça s'estompe un peu? Ben oui, c'est sûr que la crainte est là. C'est rendu tellement gros, tellement une machine, excusez-moi l'expression, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment une machine qui roule beaucoup et à vitesse grand V maintenant avec une foule de franchises partout à travers le monde. J'ai fait le calcul, là, j'avais fait une petite entrevue par rapport à ça, puis je pense qu'il y avait à peu près 14 différentes saisons cette année, en 2022, qui vont être diffusées à travers le monde, de Drag Race France, évidemment, la Drag Race originale aux États-Unis, mais UK. C'est le mal dit, c'est Drag Race France. Drag Race France, exactement, voilà, avec le petit tuxon. Belgique, etc. Il y en a une foule. Ouais. Alors, oui, c'est une crainte qu'à un moment donné, ça devienne trop, que ça devienne peut-être un petit peu plus... que les gens s'écœurent, peut-être, et que, à un moment donné, les gens en ont un trop plein. En même temps, je regarde des téléréalités comme Survivor qui en sont à leur 42e saison et qui continuent quand même à en faire. Le problème, c'est que là, on n'en entend plus parler, contrairement aux saisons du début où on voyait vraiment les personnes qui ressortaient de ça. Moi, c'est mon inquiétude, c'est qu'il y en a tellement qu'à un moment donné, les dragues qui investissent des dizaines de milliers de dollars, là, vraiment, là, c'est pas rare que tu investisses du 15-20 000 dollars pour aller faire ça, qui mettent leur vie sur pause pendant 2 mois pour aller faire cette émission-là. Dans l'espoir d'avoir un retour sur l'investissement, mais si à un moment donné, il n'y a plus cette exposure-là, puis ces opportunités-là qui se développent après, ben, c'est mon inquiétude que à un moment donné, ces dragues-là vont dire, ben là, je sais plus, ça a donné nulle part parce qu'il y a tellement un bassin vaste de gens qui font ça. J'aimerais rapidement aller quand même sur certaines questions. Il y a aussi des fois le balancier qui n'est pas toujours intéressant. Tu as vécu quand même quelque chose de pas très intéressant cette année avec le conseil municipal d'un arrondissement qui a voulu qu'on arrête les heures du compte. Il n'y a pas... on a encore du sexisme à gérer, hein? Oui, ben c'est sûr que je qualifierais pas ça de sexisme. Je pense que c'est peut-être une crainte puis une mésinformation, une miscommunication, un problème de communication qui a fait en sorte que les élus ont peut-être pris leur décision trop vite. Ils n'ont pas pensé de me rencontrer avant. Et lorsqu'on s'est rencontrés, tout a été correct. Puis voilà, ça s'est bien terminé. J'invite les gens à venir voir les gens de Saint-Laurent le 5 novembre et plein d'autres heures du compte qui vont avoir lieu tout l'automne. Voilà. Merci, Barbada. Merci infiniment, Denis Martin. Si vous avez des commentaires ou des suggestions à nous faire, écrivez-nous heureciel@outlook.com. C'est heureciel en un seul mot, en minuscule, à outlook.com. Je vous invite aussi à me suivre sur les réseaux sociaux. Vous allez en savoir peut-être plus sur l'émission avec ça. Donc, c'est sur Facebook ou Instagram. @DM Chabot, auteur en un seul mot. Vous pouvez télécharger cette émission sur toutes les plateformes de téléchargement. La semaine prochaine, notre chroniqueuse Marie-Claude Johannis nous vient pour parler d'écriture inclusive. On reçoit Julie-Antoine du Réseau des lesbiennes du Québec et on continue de parler de politique avec le Parti libéral et le Parti de la CAQ. Merci à France Dauphin à la recherche, Maurice Bolduc à la mise en onde. Et nous, il nous reste à vous dire un petit bye-bye. On se voit la semaine prochaine, même heure, même poste.